C, D, did you tell your story? Rejoignez la communauté des Digitellers et découvrez les histoires de spécialistes de l'ABCD du marketing digital. Aujourd'hui, nous accueillons Michel Sarrier, fondateur de la société InnoLifters, qui va nous présenter le Design Thinking et ses cas d'application en entreprise. Découvrez dès maintenant le premier épisode d'une série annuelle consacrée au D de Design Thinking. Bonjour Michel. Bonjour, Ophélie. Merci Michel pour ton temps et de t'être rendu disponible aujourd'hui pour ce petit entretien. Aujourd'hui, je pensais qu'on pourrait présenter le Design Thinking et les différents cas d'application. À ce sujet, j'aurais voulu savoir si tu étais d'accord de nous parler un peu de toi et de nous présenter ton parcours. Ravi d'être là aujourd'hui. Donc, je vais commencer par me présenter. Michel Sarrier, je suis français, mais j'habite l'Allemagne depuis plus de 20 ans. Je vais dire que j'ai un parcours un peu, peut-être un peu différent. J'ai travaillé en France, j'ai travaillé en Allemagne et j'ai travaillé en Suisse et aux États-Unis. J'ai fait des études de commerce, donc une école de commerce en France et en Allemagne, 2 ans dans chaque pays. Et derrière, en fait, pendant mes études, j'avais créé une boîte avec ma copine de l'époque. Et on a arrêté la boîte une fois que le compte en banque a été sur 0. Donc, ça a été une expérience enrichissante. Mais il faut aussi savoir tirer un trait en disant ça n'a pas fonctionné. On a cherché un boulot et on a tous les deux, puisque c'est ma femme maintenant depuis 30 ans, on a tous les deux atterri chez SAP, qui était à l'époque une petite, je vais dire une PME, puisqu'il n'y avait que 1500 salariés dans le monde. J'ai fait du conseil dans la finance pour SAP. J'ai quitté SAP en 92 pour aller chez Nestlé, pour aider Nestlé à monter le début de ce qui s'appelait Globe. Donc là, c'était plutôt sur comment est-ce qu'on arrive à standardiser les approches. Après 2 ans, je suis retourné chez SAP et là, je suis repassé dans le conseil. Et pour finir, on va dire en accélérant, je suis resté dans le conseil chez SAP jusqu'à début 2016. Les 6 dernières années, j'étais responsable de l'innovation au niveau global pour les services, pas pour les produits. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai commencé à expérimenter, jouer, on va dire, avec les méthodes créatives, pour la bonne et simple raison que l'un des fondateurs de SAP, Hasso Plattner, c'est un des papes du design thinking dans le monde, qu'il a découvert avec Stanford, lui. Et en fait, il a voulu répliquer ça chez SAP pour éviter de créer des produits qui, un, ne se vendent pas, ou que, deux, les gens n'ont pas utilisé parce qu'ils ne sont pas faciles à utiliser. Et donc, c'est moi qui étais responsable de tout ce qui était la mise en place de ces méthodes créatives dans l'organisation de services de SAP, qui était à l'époque quelque chose comme 20 000 personnes. On a commencé par le design thinking, par former les gens, par définir les bons profils et ainsi de suite. Puis ensuite, on s'est aperçu qu'il nous manquait un élément. On a rajouté le business model Canva, mais ça, on en parlera peut-être une autre fois. Et on a commencé à aider les clients à l'extérieur à monter des équipes qui fonctionnaient un peu de la même manière que la mienne chez SAP, en ce sens qu'elles étaient là pour, entre guillemets, prêcher la bonne parole avec le design thinking, parce que le design thinking, c'est pas juste une méthode, c'est aussi un état d'esprit. Et j'ai donc quitté SAP début 2016 pour continuer à travailler avec des clients que j'avais rencontrés chez SAP et des nouveaux. Ça fait maintenant 6 ans que je fais ça dans toutes les industries, toutes les tailles d'entreprises, dans des langues que je comprends pas aussi. Ça fonctionne aussi, on pourra peut-être en parler. Et toutes les cultures, même la culture japonaise et ainsi de suite, quand on a des cultures très hiérarchiques, c'est pas forcément le design thinking, c'est pas forcément facile pour passer la rampe, mais ça fonctionne quand même. Et comment définirais-tu le design thinking? Tu en as brièvement parlé, mais si tu devais en dire plus en quelques mots. Les 3 éléments du succès, ou les quelques éléments du succès, c'est 1, avoir les bonnes personnes dans la salle, 2, avoir un environnement créatif, et 3, appliquer la méthode. Les principes sur lesquels cette méthodologie est basée, c'est pas juste la méthode et les techniques, c'est vraiment plus les principes. Le user, l'utilisateur, l'humain, mon client, est au centre de tout ce que je fais. Ça ne me sert à rien d'avoir les bonnes idées si derrière elle n'est pas adoptée. J'utilise souvent la métaphore de Léonard de Vinci, qui a donc inventé le parachute il y a 600 ans maintenant. Mais il n'y avait pas vraiment de marché à l'époque. Oui, c'était une bonne idée, mais c'est jamais devenu une innovation parce qu'il n'y avait pas de marché. D'abord, se focaliser sur l'utilisateur, le client, l'humain. 2, ensuite, regarder est-ce qu'on arrive à faire quelque chose qui est viable. Alors, viable, ça peut être au niveau du business quelque chose qui est win-win.
Au niveau du processus, ça peut être un processus qu'on arrive à implémenter relativement facilement dans la société dont on parle, la corporate ou l'organisation. Et 3, après, il faut que ce soit aussi quelque chose qui soit faisable, donc que ce soit techniquement ou en termes de change, si maintenant je reste sur un processus. Et ça, si j'arrive à mixer ces trois cercles, eh ben j'ai de fortes chances de toucher le Graal. C'est une méthode très engageante qui ne demande, pour les participants en tout cas, ne demande pas de préparation. Il faut simplement qu'ils arrivent avec un esprit ouvert et ça fonctionne. Et est-ce que tu as un exemple d'un cas d'entreprise pour laquelle tu as été mandaté, où tu as justement réussi à utiliser ces 3 principes pour développer un nouveau produit ou un nouveau service? Oui, enfin, il y en a peu, je peux en prendre plusieurs. En fait, je vais en prendre un pré-Covid et un pendant le Covid, pour ainsi dire. Donc, pré-Covid, c'était simple parce que c'était tout en présentiel. On mettait les gens dans une pièce, on travaillait et on arrivait à définir des nouveaux services, des nouveaux produits, des stratégies pour les sociétés avec lesquelles on travaillait. Si on veut développer un nouveau service, on peut diviser l'atelier en 2 parties. Une qui est comment est-ce que j'arrive de la vision, de mon intention, que ce soit en interne ou avec un client, à identifier un cas d'usage. Et après, comment est-ce que de ce cas d'usage, je passe à quelque chose qui devient un prototype, puisque in fine, à l'arrivée du workshop, c'est arriver à avoir un prototype que les différentes équipes, donc on en a au minimum 2 dans un atelier, que les différentes équipes présentent et valident entre elles et auprès du management. Généralement, un management, c'est le management qui finance. Donc, il faut que le management soit prêt à porter cette idée. Et c'est pour ça que quand on a plusieurs équipes qui sont dans l'atelier, ben, ça permet de choisir, tiens, je vais prendre soit celui de là, je prends celui de l'équipe A, B ou D, ou je vais mixer la solution de A et C pour arriver à quelque chose qui me parle, moi, en tant que sponsor. L'avantage, quand je fais ce genre d'atelier, c'est qu'en fait, à l'arrivée, j'ai des équipes qui ont travaillé entre 6 et 8 heures, on va dire. Il ne faut pas beaucoup plus longtemps dans la plupart des cas. Elles ont développé des idées qui font un sens, auxquelles elles croient. Donc, il y a plus de vente à faire pour convaincre après derrière, puisque c'est eux qui ont généré l'idée. Ils sont impliqués dans l'idée. Après, il faut juste faire en sorte que ne pas oublier que l'atelier, c'est pas la fin du voyage, c'est juste le début du voyage, puisque derrière, j'ai le prototype et qu'il faut faire quelque chose avec et pas attendre 2 ans pour bouger. Et je peux faire ça avec un client, si maintenant je prends des clients, ou je peux le faire en fait avec plusieurs clients, même s'ils sont concurrents. On a fait ça pas mal de fois là pendant la période Covid. Si je compare à l'industrie automobile, en fait l'idée ce serait de dire dans un premier atelier, je prends tous les clients ensemble et on travaille sur une idée de châssis, ce qui permet à tout le monde, ça permet aux clients de se mettre d'accord entre eux. Vous savez que moi, en interne, dans ma société, je ne parle pas avec un client et je crée des idées avec ce client, puis avec ce client, puis avec ce client, puis après, c'est à moi d'arriver à trouver le bon châssis. Là, c'est les clients eux-mêmes qui se mettent d'accord entre eux pour me dire quel est le châssis qu'il leur faut à tous et avec lequel ils seraient satisfaits. Donc, je gagne du temps et j'économise des ressources. Et en plus, je sais que j'ai déjà des clients qui sont d'accord pour aller avec ça. Et après, l'idéation suivante ou la phase suivante pour approfondir, celle-là, je ne la fais plus avec tous les clients ensemble, je la fais un par un, puisqu'il y en a un qui va vouloir un cabriolet, le deuxième qui va vouloir une camionnette et le troisième qui va vouloir un coupé. Et chacun d'eux voudra se différencier, mais le châssis restera le même. OK. Bah, ce qui est assez incroyable, c'est que tu as dit justement qu'un workshop pouvait durer 6-8 heures et donc au bout de ces 8 heures, vous pouvez arriver à un prototype, c'est bien ça? Oui. Je pense que les gens ils se posent beaucoup de questions sur qu'est-ce qu'un prototype, quel est le niveau de prototype, quelle est la qualité du prototype. Est-ce que tu as des exemples peut-être un peu concrets de prototypes que tu as réussi à développer dans ce laps de temps au sein d'entreprises? Donne-moi 30 secondes et je te montre un prototype. Là, ça, c'est un prototype. Ok. C'est pas une Génial. poivrière, c'est pas une salière, on avait travaillé avec une société qui voulait savoir comment est-ce que, et ça c'était avant Covid, hein, mais c'était de savoir comment est-ce qu'on pouvait travailler de la maison ou du bureau et avoir accès tout le temps à ces données. Et ce qu'ils ont créé en fait, c'est une Alexa.
Donc, ils n'ont pas Ok. réinventé Alexa. C'est simplement que le prototype, c'est normalement une histoire que je dois raconter en 5 à 6 minutes et qui doit permettre aux gens de se faire une idée sur quelle est l'idée en général de ce que je veux atteindre. Est-ce que ça répond à mon challenge et est-ce qu'on y croit? Donc, l'idée, c'est pas d'avoir un mini-mi de mon produit. C'est pas, le but, c'est pas de développer quelque chose qui ressemble à un iPhone. Parce que si je développe quelque chose qui ressemble à un iPhone, les gens vont me dire je n'aime pas la couleur, je n'aime pas les boutons ronds, je n'aime pas les iPhones, et ainsi de suite. Le but, c'est vraiment de dire je fais quelque chose qui est suffisamment générique, dans lequel je n'ai pas investi trop de temps, puisqu'en général, pour créer des protos, on donne aux équipes entre 35 et 45 minutes maximum, pas plus. Si on fait les ateliers en présentiel, ben on met une pile de journaux, de cartons, de marqueurs et ainsi de suite. Et les gens, les participants se prennent le matériel qu'ils veulent et en 35 à 45 minutes doivent construire une idée et être capables de la pitcher en 6 à 7 minutes. Et dans le pitch, il faut que j'intègre c'est quoi le nom de mon idée, en essayant de prendre un nom qui soit catchy, qui donne envie d'en savoir plus, qui accroche. Deux, il faut que je dise pour qui c'est, quelle est la valeur. Et ensuite, je peux enregistrer du feedback qui, la plupart du temps, va être plus des émotions qu'autre chose. Mais je vais avoir du feedback qui me dit est-ce que je vais dans la bonne direction ou est-ce que je ne vais pas dans la bonne direction. Et je ne suis pas obligé de couvrir tout le produit que je veux faire à terme. Je peux aussi couvrir qu'une facette qui est celle sur laquelle j'ai des doutes et que j'aimerais valider avec les autres participants. Et comme j'ai investi que 35 à 45 minutes, si les gens me disent non, c'est à côté de la plaque, 35-45 minutes, ça ne me frustre pas. Je vais dire, OK, ben je le mets loin et je recommence et j'itère sur mon prototype. Alors qu'avant, en tout cas, moi, je viens d'un monde où on allait voir le client, on écoutait ce qu'il avait à nous dire, on se mettait en mode sous-marin, on travaillait 3 mois et on réapparaissait. Et puis, quand j'avais investi je ne sais pas combien d'heures et de milliers d'euros pour développer un proto et que le client me dit mais c'est pas du tout ce que je voulais, là je suis frustré. Tandis que si je dois jeter ça à la poubelle, ça ne me dérange pas plus que ça et je peux recommencer et la fois suivante, je serai dessus. J'aurai quelque chose que le client veut avoir. Donc ça, c'est un proto, mais un proto, ça peut aussi être un processus pour, on peut dire à quoi ressemble l'onboarding dans ma société. C'est pareil, je peux le faire avec un prototype qui va ensuite être quelque chose qui est au mur et que je présente en 6 à 7 minutes. Et ensuite, j'enregistre du feedback. Donc, ça peut être fait avec des Lego, ça peut être un nouveau business model, hein, c'est aussi un proto. Et justement, tu parlais d'un prototype avant et après Covid. Donc là, tu nous as parlé du avant Covid. Et puis pendant Covid, du coup, comment tu t'es adapté? Alors, on a travaillé avec il y a des sociétés avec lesquelles on travaille qui, elles, avaient vraiment des problèmes parce que normalement, quand elles livrent un échantillon, elles aiment bien voir comment c'est testé. À cause du Covid, elles ne pouvaient par exemple pas être avec le client dans la salle. Donc, ils ont les fabricants de tronçonneuses, entre autres, qui avaient essayé en mettant des GoPros sur la tête de la personne qui testait la nouvelle tronçonneuse, mais ça ne servait à rien puisqu'on entendait on entendait le bruit, on voyait les bottes et ça ne fonctionnait pas. Donc, on est passé sur des outils comme Miro, Mural, mais il y en a d'autres que les sociétés utilisent pour vraiment faire du créatif en, en co-création avec le client, que ce soit en interne ou en externe. Et on arrive à créer des prototypes, même en local. Donc, on peut très bien dire à quelqu'un, bah, tu crées quelque chose comme ça, tu le prends en photo et tu uploads la photo et tu construis ton histoire. Donc, c'est le même principe, 35-45 minutes, construire le proto avec des images que je vais sortir Google, Edge, ce que je veux, enfin, en fonction du browser que j'utilise, les coller, raconter mon histoire. Et le principe reste le même. Normalement, quand on fait un proto, on enregistre. S'il y a une partie qu'on enregistre dans un atelier, c'est ça. Parce que cet Alexa, ben, juste la voir dans 15 jours, plus personne ne se souviendra de l'histoire qui est autour et pourquoi on l'a bâti. Donc, il faut enregistrer le proto et on fait la même chose quand on est en virtuel. On enregistre le son et l'image pour ensuite pouvoir passer ça en interne et dire tiens, voilà l'idée sur lesquelles ça, c'était la question qui a été posée. Et ça, c'est les 3 ou les 4 ou les 2 prototypes qui ont été développés par les équipes participantes. Qu'est-ce que vous en pensez et comment est-ce qu'on va de l'avant? Ok, top. Et sinon, plus spécifiquement, dans quel contexte d'entreprise utilises-tu le design thinking? Tu peux l'utiliser pour booster les ventes dans une région.
Là, je ne vais probablement pas penser à tout. En fait, le design thinking a été créé dans les années 60 en Californie par Stanford. C'était à l'origine pour designer vraiment des produits, même pas des services. Et c'est juste il y a, je vais dire, vraiment, c'est la raison pour laquelle on a commencé avec chez SAP aussi en 2008-2009. C'était pour designer les produits. Et ensuite, il y a eu une espèce de buzz autour du design thinking parce que si on n'est pas trop dogmatique, on peut vraiment l'utiliser pour des cas différents. Donc, il y a des cas où moi, je l'ai déjà utilisé, ben, c'est évidemment pour développer des services, mais aussi pour développer une stratégie de vente ou pour développer. On a utilisé des techniques, pas forcément tout le processus, pour définir la stratégie de certaines corporates avec lesquelles on travaille. Je suis en train de l'utiliser en ce moment avec un client aux USA pour définir une nouvelle culture en le faisant de manière inclusive et en utilisant l'approche design thinking à toutes les étapes. Je peux l'utiliser pour développer des nouveaux business models. Je peux l'utiliser dans le cadre de sociétés caritatives, d'associations, on l'a déjà fait aussi. Parce que par exemple, si j'ai quelqu'un qui est en place, qui a mis en place une association, et ça peut être vrai pour une PME aussi, hein, qui a créé une boîte ou une association il y a 30 ans, puis maintenant approche la soixantaine et puis aimerait bien passer le flambeau. Souvent, la manière dont la boîte fonctionne ou la manière dont l'association fonctionne, ben, ça tourne beaucoup autour de la personne qui l'a créée. Il faut arriver à passer le témoin. Il faut arriver à extraire la substantifique moelle, je vais dire, de la manière dont la personne fonctionne et arriver à le réimplanter dans la nouvelle équipe dirigeante. Et ça, c'est aussi quelque chose que je peux faire avec du design thinking et qu'on peut faire aussi en mode hybride. Donc ça, c'est de dire oui, au début, on se voit, on se rencontre physiquement. Ensuite, parce que ça prend beaucoup de temps, que ce soit pour une PME ou que ce soit pour une association, c'est des gens qui font ça à côté de leur travail quotidien. Donc, on peut passer en mode virtuel pour faire certaines parties de l'atelier, puis se retrouver à la fin de nouveau en mode présentiel pour faire la présentation finale. Il n'y a pas grand-chose qu'on ne puisse pas faire, en fait, avec une approche qui tourne autour de mettre mon client ou mon utilisateur au centre, deux, avoir quelque chose qui est une win-win pour tous les participants, et trois, quelque chose qui est faisable. J'ai pas vu beaucoup de cas où je peux pas l'utiliser. Il y a aussi, par exemple, les gens vont probablement aussi connaître le sprint qui a été créé par Google. C'est normalement quelque chose que Google avait créé pour en 5 jours, pas forcément de façon intensive, parce que personne ne peut travailler de façon créative intensive pendant 5 jours. Donc, c'est généralement des ateliers qui vont de 10h à 16h tous les jours. Mais en 5 jours, partir d'un problème que je n'ai pas réussi à résoudre jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à avoir quelque chose qui a été validé par des utilisateurs. Donc, généralement, c'était vraiment quelque chose qui est fait pour le digital, une application et ainsi de suite. Mais je peux très bien l'utiliser pour des processus ou je l'ai utilisé moi pour un de nos clients pour les aider à développer de la peinture en poudre et savoir si c'est quelque chose qu'ensuite les peintres en bâtiment aimeraient bien utiliser. Donc, c'est un projet qui a duré 3 semaines où on a d'abord fait les 3 premières journées jusqu'à ce qu'on ait une idée de notre prototype, on va dire. Ensuite, le laboratoire en interne dans la boîte a eu besoin de 3 semaines pour développer la peinture en poudre. Pendant ce temps, ils ont préparé le local dans lequel on avait testé ça, donc avec des murs pour qu'on puisse peindre et des caméras pour filmer. Ils ont dû recruter les peintres en bâtiment, puis aussi des bricoleurs qui font ça tout seuls à la maison. Et ensuite, ils leur ont donné la poudre et ils les ont suivis du moment où ils mettent la poudre dans le seau, où il faut qu'ils remuent et ainsi de suite, jusqu'au moment où ils ont fini de peindre le mur et où il faut qu'ils rincent le seau pour ne pas que la peinture s'incruste. Et après, faire un interview pour leur demander. Donc, ça, c'est à la place de durer 5 jours, ça dure 5 semaines. Mais ça fonctionne aussi. Et c'est aussi un sprint. Si maintenant, oui, c'est vrai, je n'ai pas fait 5 jours, mais en 5 semaines, pour une société industrielle, d'aller d'un problème qu'elle n'a pas réussi à résoudre jusqu'à quelque chose qui est validé par des utilisateurs, c'est quand même si ce n'est pas un sprint, c'est déjà une course de fond. Mmh. Non, totalement. Quel est le process en quelque sorte généralement? Enfin, quel est le profil qui vient vers toi au sein d'une entreprise? Comment ça se passe après pour pouvoir mettre en place ce type de workshop en interne? Quelles sont tes recommandations? Donc, tout commence par quelqu'un qui veut utiliser la méthode et qui a un problème à résoudre avec ça. C'est ce que j'appelle généralement le sponsor. Généralement, je cherche à rencontrer ce sponsor au moins 1 ou 2 fois. Et après, à ce qu'il me nomme quelqu'un avec qui on travaille pour ensuite affiner, parce que c'est pas la peine de déranger la personne à chaque fois. Le but, c'est d'arriver à savoir qu'est-ce que veut faire ce sponsor. Donc, si je prends maintenant une des choses sur lesquelles on a travaillé,
une société avec laquelle j'ai travaillé, j'ai travaillé avec la personne qui était responsable des ressources humaines. Sa question principale, c'était en fait comment est-ce que j'arrive à faire en sorte que mes employés dans les ressources humaines puissent se consacrer à des tâches stratégiques à la place de passer leur temps à valider des congés ou ainsi de suite. Donc on a travaillé sur c'est quoi la question que je veux, quelle est la question que je veux résoudre, quel est le problème que je veux résoudre. À la fin, on est arrivé avec quelque chose qui disait comment est-ce que je peux arriver à faire en sorte que les cadres, donc les managers et les employés puissent à terme, de façon autonome, gérer la plupart des processus HR. Parce que si j'arrivais à résoudre ça avec le business, donc mes clients à moi en tant que responsable des ressources humaines, ben ensuite derrière je dégage du temps et je peux l'utiliser ailleurs pour avoir un impact encore plus grand avec mon organisation. Une fois que j'ai cette question, ce challenge, qui peut changer jusqu'à la veille de l'atelier, pas fondamentalement, mais on peut changer quelques mots. À ce moment-là, je sais qui je dois inviter. Dans le cas de cette personne avec qui j'allais travailler, on a créé 4 équipes. Dans chaque équipe, j'avais une personne des ressources humaines, pas 3, pas 4, parce que ce n'est pas un projet des ressources humaines, puisque ce qui est important, c'est le business, c'est mon client. Une personne des ressources humaines, on avait 2 jeunes, puisque la solution que je veux mettre, elle est pour le futur. Et tant qu'à faire, autant aller voir la nouvelle génération et leur demander comment ils aimeraient bien que les processus fonctionnent. Et ensuite, on avait 2 senior managers, donc plutôt des gens qui sont en position d'utiliser les outils aujourd'hui, qui savent à la limite ce qui ne fonctionne pas et qui ont aussi des idées sur ce qu'ils aimeraient avoir pour le futur. Et donc, avec ces équipes de 5 ou 6 personnes, on a travaillé ensuite sur... ensuite, il faut fixer une date. Généralement, ce n'est pas le coach qui est le problème, c'est si je cherche un invité. Donc, si je dis que j'ai 4 équipes à 5 ou 6 personnes, ben, je suis avec 24 participants déjà. Donc, il faut trouver 2 jours ou 1 jour sur lesquels ces gens-là ont vraiment le temps à investir pour faire ce genre de choses, parce que pendant ce temps-là, ils ne pourront pas lire les mails et ainsi de suite, puisque les ateliers vont de 9h à 17h. C'est rencontrer le sponsor, définir le challenge, en dériver les personnes qu'il faut que j'invite, les inviter, et ensuite, c'est toute la logistique, c'est trouver la bonne localité, c'est trouver la bonne date, c'est avoir le matériel pour faire les ateliers, exécuter les ateliers et consolider les résultats. Et du coup, par rapport à tout ce que tu as dit justement durant cet entretien, si tu devais résumer en 3 mots, pourquoi recommandes-tu le design thinking plutôt qu'une autre méthode pour la résolution de problèmes? Parce que je crois beaucoup au fait que, mais ça a été aussi la manière dont je fonctionnais moi en tant que manager. Je considère qu'en tant que manager, ma force à moi, c'est d'avoir une équipe qui travaille pas forcément que pour moi, mais avec moi. Et le avec moi, ça veut dire que si j'ai 15 personnes dans mon équipe, oui, in fine, c'est moi qui dois prendre la décision, mais ça ne m'empêche pas d'utiliser les 15 cerveaux qui travaillent pour moi, et pas de le faire individuellement, mais de les faire travailler ensemble sur les sujets sur lesquels il faut, in fine, que je prenne des décisions. Et maintenant, l'avantage du design thinking, ça part du principe que j'ai des équipes diverses. Donc, quand je fais un atelier pour redéfinir ce que j'avais pris avec les ressources humaines, je vais mixer les fonctions. Je vais pas prendre 3 senior managers des finances et les mettre dans la même équipe, puis la même chose avec les ventes, et 3 de la production. Je vais les mélanger, ce qui me permet ensuite si ça c'était mon problème, en fait, j'ai les 2 jeunes qui regardent d'un côté, j'ai les ressources humaines qui regardent de l'autre, et j'ai les 3 différents senior managers qui vont regarder eux aussi d'un angle différent, ce qui me permet de regarder le truc vraiment dans toutes les dimensions. Ça génère des idées auxquelles individuellement aucun n'aurait pensé. Si je dois résumer, pour moi, c'est inclusif. 2, c'est très efficace parce que ça va très très vite pour générer les idées. 3, les idées sont surprenantes, ce qui ne veut pas dire farfelu. C'est des idées auxquelles personne individuellement n'aurait pensé. Parfait. Et c'est pas compliqué à apprendre. Voilà, un 4e point. Tu as parlé des différents cas d'application, des contextes, mais est-ce que maintenant tu penses qu'il y a certaines entreprises ou certaines problématiques pour lesquelles tu recommanderais en particulier le design thinking? Je le recommanderais, évidemment, c'est pour développer des nouveaux services et des nouveaux produits. De toute façon, on peut utiliser le design thinking comme les autres méthodes agiles, même safe pour développer les produits et les services. Ils ont intégré le design thinking à l'intérieur. Mais là où c'est plus surprenant de l'utiliser et où moi j'aime bien l'utiliser, c'est vraiment pour les problèmes que jusqu'à présent, en utilisant différentes méthodes, on n'a jamais réussi à craquer, on n'a jamais réussi à les résoudre. Là, je donnerais vraiment une chance au design thinking, et j'utilise le mot chance exprès, parce qu'en fait, ça ne demande pas un gros investissement.
Si je mets une douzaine de personnes dans une salle pour entre une demi-journée et une journée et demie pour essayer de résoudre un problème que je n'ai pas réussi à résoudre les 18 derniers mois ou les 2 dernières années, c'est pas vraiment quelque chose de lourd et je risque d'être agréablement surpris par le résultat. Et le design thinking s'adapte à toutes les boîtes. Donc il n'y a pas de one size fits all. Oui, il y a une méthode, mais derrière, ça s'intègre. C'est une bouture que je fais sur l'arbre principal d'une société et généralement, ça prend. Et après, dans chaque société, c'est différent. Ou même dans chaque division, d'ailleurs. Si je reprends la manière dont on l'utilisait chez SAP, ou même si je l'utilise pour développer des services et des produits, c'est quelque chose qui dure entre 3 et 6 mois et j'utilise tous les jours. Si je l'utilise dans la vente, comme on le fait avec certains clients, ben, c'est des choses qui durent au maximum 3 heures parce que je n'ai pas plus de 3 heures chez le client. Et si je l'utilise dans le conseil, ben, ça va peut-être être quelque chose qui dure entre 1 et 3 jours maximum. Est-ce que tu as peut-être un mot de la fin à partager? Si vous ne l'avez jamais testé, n'hésitez pas. Par contre, il faut faire attention, c'est une épée de Damoclès. Que le design thinking, c'est un peu comme une drogue. Une fois qu'on y a goûté, on veut toujours y revenir.